Bonjour, Monsieur Primo, comment allez-vous? Très bien, Madame Yvon, bienvenue chez nous. Bien, merci beaucoup de nous accueillir. Vous avez décidé d'être le candidat pour le Parti conservateur pour l'élection du 3 octobre. Et aujourd'hui, le but de la rencontre, c'est vous connaître. Je vais vous poser des questions un peu personnelles. Très bien. Ça va fonctionner. Puis, c'est sûr que par la suite, comme on fera une autre entrevue qui va parler plus politique, mais aujourd'hui, on parle de M. Primo, Benoît Primo, qui demeure à Saint-Félix-de-Valois. Première chose, c'est ça. Première question. Vous êtes le fils unique, votre papa, votre maman faisaient quoi dans la vie et combien vous êtes d'enfants? J'ai un frère, un plus jeune frère que moi, qui s'appelle Patrick, qui habite Mascouche, donc dans la région de la Nodière. Mon père était travailleur de la construction, c'était un calorifugeur. Ça veut dire quoi, ça? C'est le terme pour dire isolateur. Donc, il isolait des tuyaux. Il a fait ça toute sa carrière. Il a commencé à travailler dans les années 60, tous les édifices du centre-ville, Place Ville-Marie. On parle de Montréal, donc? Oui, Place Ville-Marie, Place des Arts. Par la suite, il a travaillé de nombreuses années sur les raffineries de l'Est de Montréal. À l'époque, il y en avait plusieurs, il y en avait 6. Donc, vous êtes de Montréal, là. Vous avez vécu... Moi, je suis originaire de Montréal. Mes racines lanaudoises et féliciennes remontent à mon arrière-grand-mère paternelle, donc la mère de mon grand-père Primo, qui s'appelait Lydia Poirier, est née ici à Saint-Félix. Elle est la sœur de Narcisse Poirier, grand artiste peintre, dont les œuvres ornent l'église ici à Saint-Félix. Donc, vous connaissez le coin, vous avez connu le coin. Vous veniez quand vous étiez jeune, petit, vous aviez un chalet, c'est quoi qui vous a fait connaître Saint-Félix? En fait, mon grand-père a acheté la lisière de terre ici à la fin des années 40, s'est installé ici après avoir vécu à Montréal au début de sa vie. Puis, moi, essentiellement, j'ai passé tous mes week-ends à l'enfance et même durant l'adolescence. Comme je disais à tout le monde, mon carré de sable, c'était pas un 4x4, c'était les sablières qu'il y avait à l'époque juste ici au bout de la terre, qui aujourd'hui ont été reboisées, donc on a des magnifiques forêts, mais à l'époque c'était des sablières sur des kilomètres carrés. Comme beaucoup de terre ici, là. Les gens il y a certaines personnes qui se souviennent du pit de sable de Saint-Félix. Moi j'habitais, dans le fond mon grand-père habitait ici. Par la suite, mon père a habité la maison qu'il y a présentement. Puis par la suite, moi j'ai suivi, j'y habite depuis quelques années. Benoît est à Montréal. Il commence son primaire à Montréal, il va à l'école, il fait... J'ai fait mes études à Montréal, donc primaire, secondaire. Par la suite, cégep, je suis allé à l'École nationale d'aérotechnique sur la rive sud de Montréal. Par la suite, j'ai fait mon bac en génie mécanique à l'École de technologie supérieure. Il était quoi comme étudiant? Studieux, sportif, turbulent? Ou... C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui, parce que quand les gens vont vous rencontrer, ils vont pouvoir faire des anecdotes ou des choses. J'étais un petit gars. Si je pars du début, je veux dire, comme enfant, comme tout le monde, j'aimais jouer dehors, mais j'étais un enfant, j'étais un petit garçon qui était assez curieux. Donc, des livres de référence. Quand je venais ici, justement, chez mon grand-père, chez mes grands-parents, il y avait toujours des livres. Mon grand-père et ma grand-mère lisaient beaucoup. Des livres de référence, des romans, toutes sortes de publications. Donc moi, je passais, quand il y avait des journées pluvieuses qu'on ne jouait pas dehors, moi, je feuilletais les livres. Puis j'ai toujours été curieux de nature. Studieux, oui, discipliné, rigoureux. Je le suis encore. Vous demanderez aux gens qui me connaissent, je le suis encore. Ça. Donc, vous êtes au primaire, vous êtes au secondaire. Le secondaire, vous avez fait ça où à Montréal? J'ai fait ça au Collège des Eudistes à Rosemont. OK, c'est quelque chose. C'était bien, là, quand elle est là, tu étais promu une carrière. Mon père et ma mère ont travaillé très fort et se sont serrés la ceinture pour me payer. L'école privée, comme on dit. Me payer l'école privée, j'en suis très reconnaissant aujourd'hui. Mais par la suite, mes parents, moi, c'était tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Mais les rencontres que vous avez faites à Jean-Eudes, ça a sûrement eu une influence, parce que
il y avait quand même un enseignement, il y avait des choses qui étaient présentées là, comme le fait du latin sur... Non, mais si je regarde... J'ai fait 3 ans de latin. J'ai été probablement dans les dernières années où il y avait du Mais il y avait une discipline. encore... Tu sais, vous alliez Oh, là, tu ne pouvais pas sortir du rang. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a participé, fait du sport, j'étais ni dans les très très studieux, ni dans les très turbulents. J'étais comme moi, je suivais le courant. J'étais dans ceux qui suivaient le courant, suivaient les modes. Euh, Ça a bien été. l'esprit de groupe? Quand on va à l'école comme ça, à l'école privée, il y a comme une espèce, je ne dirais pas d'aura, mais de dire on fait partie d'une gang, on représente l'insigne, puis tout ça. Là, je sais que ça peut avoir une importance aujourd'hui, puis tu crées des amitiés, tu crées Absolument. On a même une page Facebook de l'année de notre diplomation. Là. Moi, c'était 87. Là. Puis, moi, dans mon année, écoutez, il y avait Michel Charette, grand comédien, avec qui je suis ami Facebook. Là. C'est sûr qu'on ne s'est pas vu souvent, mais on s'est croisés à quelques occasions dans des réunions. Mais non, c'est sûr que ça garde une certaine, disons, la cohorte garde une certaine cohésion, une certaine... On suit tout un petit peu. Oui, on suit notre parcours, puis c'est très intéressant. Quand vous me parlez, on arrive secondaire 4, secondaire 5, vous avez choisi l'aéronautique. C'est quoi qui a motivé votre choix? Des bonnes notes en chimie, un orienteur à l'école qui dit tu devrais essayer ça. Il fallait que vous ayez une passion parce que, comme vous dites, il y avait des acteurs, il y avait sûrement des futurs avocats, des médecins quand tu vas à Jean-Eudes. Toutes les professions sont valorisées. Là. Moi, j'ai toujours été attiré par les machines, donc les voitures, les motos, les avions, tout ce qui était motorisé. Puis, bon, comme je disais tantôt, moi, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de recherches. J'étais très curieux. Puis, j'ai regardé ce qui se passait là, sur le marché du travail. L'aéronautique, j'avais pratiquement anticipé que ça deviendrait... C'était déjà une industrie de pointe, mais l'aéronautique devenait de plus en plus importante dans la grande région de Montréal. Puis, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc je me suis dit, OK, si j'étudie là-dedans, c'est sûr que je vais avoir une bonne job. Oui, je comprends. Et je regardais, bon, les salaires, ça semblait très intéressant. Fait que je suis allé faire ma technique à Saint-Hubert. Moi, j'ai terminé le cégep en 1990. Le marché du travail était, mon Dieu, pas comme aujourd'hui. Non. C'était extrêmement difficile. Oui. On était, bon, évidemment, je me suis refait des amis, puis on était comme 4-5, puis il n'y en a aucun de nous qui s'est trouvé un emploi, qui avait un emploi devant lui. Fait qu'à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi ne pas aller à l'université en attendant que le marché du travail reprenne, parce qu'au début des années 90, il y a eu comme une petite récession. C'était pas très intéressant au niveau marché du travail. Vous étiez jeune, là. On parle d'une vingtaine d'années. Mais quand j'ai terminé le cégep, j'avais quoi? J'avais même pas 20 ans. J'avais 19 ans, j'allais avoir 20 ans. Donc je me suis dit, bon, j'ai encore du temps. Puis les 4, moi et 3 de mes amis, on s'est dit, OK, on s'inscrit à l'ETS en attendant, puis on verra ce qui va se passer. Puis finalement, les 4 avec lesquels j'avais fait mon cégep, on a terminé notre université ensemble. En génie mécanique. En génie mécanique. Puis on se voit encore aujourd'hui. On passe une semaine dans le bois ensemble à la pêche, encore aujourd'hui. C'est vraiment exceptionnel comme amitié. Ah, ben c'est bien. Ouais. Question, parce que moi, je veux dire, je veux que les gens comprennent, moi aussi, là, des fois. Génie mécanique, ça fait quoi dans la vie? Génie mécanique, c'est très vaste. Oui, c'est ça. Hein? C'est très vaste. Ça peut être... bon, évidemment, moi, je suis allé en aéronautique, mais si je donne des exemples... Vous avez continué avec l'aéronautique par la suite? Oui, bien, je suis allé travailler chez Bombardier par la suite. J'ai été embauché chez Bombardier. Donc, vous inventez les machines, vous analysez qu'est-ce que Bombardier fait, le moteur, ben pas le moteur, parce que je pense que c'est Pratt & Whitney, quelque chose comme ça, mais vous regardez l'avion, comment il est fait, puis on pourrait mettre telle pièce, c'est des choses comme ça. Je donne l'exemple, disons un finissant en génie mécanique qui commence chez Bombardier, il peut aller dans je dirais,
grosso modo, là, une dizaine de branches. Donc, il peut faire du génie industriel, il peut du sport manufacturier, il peut aller en calcul de contraintes, il peut aller dans les systèmes hydromécaniques, rédaction, c'est-à-dire conception assistée par ordinateur, c'est très, très, très vaste, ce qui permet de faire un boulot vraiment qui nous passionne. Qui nous passionne. Conduisez-vous des avions, là? J'ai pas piloté parce qu'évidemment, j'ai pas mes licences, mais j'ai été sur plusieurs vols d'essai avec les pilotes de Bombardier. Puis les manèges à la ronde, c'est rien. Oui, parce que là, il fallait certifier. Là. Vous avez vécu un petit peu là, le fameux ce qui est rendu Airbus. Vous avez tout passé. Vous avez travaillé dans ça, mais les Challenger aussi. J'ai fait pratiquement tous les programmes Bombardier, donc Challenger, toute la gamme de CRJ, le Regional Jet, donc le 50 places, le 70 places, le 90 places. Par la suite, j'ai quitté Bombardier pour aller travailler chez un fournisseur de Bombardier qui s'appelle Liebherr, qui est une compagnie franco-allemande. Puis j'ai fait tout le développement, j'ai travaillé 7 ans dans tout le développement de la série C, le C-Series. La fameuse série, là. La fameuse série C de Bombardier qui est devenue par la suite le Airbus A220. Donc, moi, à l'époque, j'étais chez Bombardier, mais pour la compagnie Liebherr, j'avais une équipe qui a fait tout le développement. Nous, dans le fond, on recevait les modèles 3D virtuels de l'Allemagne, de nos collègues en Allemagne. Puis l'équipe ici l'intégrait directement dans l'avion, virtuellement. Puis par la suite, j'ai géré aussi les fournisseurs locaux, les PME locales qui fabriquaient des pièces pour nous ici dans la grande région de Montréal. J'ai eu la chance de participer à toutes les premiers essais, les premiers assemblages, fabrication, les premiers assemblages, puis par la suite, tous les avions d'essai. Donc, c'était, j'avoue, là, le projet le plus exigeant au niveau professionnel, mais le plus challengeant, le plus intéressant, le plus valorisant. C'est encore aujourd'hui, je pense que ça va rester le projet le plus gros sur lequel j'ai travaillé. Vous avez sûrement été déçu, si on veut juste fermer cette petite parenthèse-là, quand ils l'ont vendu, quand tout était enlevé, il doit y avoir eu quelques larmes, ça veut dire on laisse partir, comme on disait, une expertise, des connaissances, tout. Je l'ai vécu de près. Au début, honnêtement, on ne comprenait pas trop ce qui se passait parce qu'on se disait non, c'est impossible, ça ne peut pas arriver que tout ce projet-là qui a pris énormément de ressources humaines, de ressources matérielles, puis que finalement, hop, c'est Airbus qui le ramasse. Mais vous avez vécu de l'intérieur. Je l'ai vécu de l'intérieur vers la fin parce que, pas longtemps après, j'avais déjà quitté, puis c'est arrivé tout de suite après. Mais c'était très récent, c'était très frais, là, étant donné qu'on avait passé énormément des heures et des heures sur ce projet. Des nuits, j'imagine, presque des nuits. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, vous êtes encore dans l'aéronautique, vous êtes encore consultant ou à la retraite maintenant, vous regardez ça un petit peu de loin? Non, j'ai changé. En fait, je suis encore en génie. Là, je fais du génie conseil, je fais du mentorat aussi auprès des jeunes étudiants. J'en ai bénéficié à l'époque parce que j'avais fait des stages justement chez Bombardier. J'ai eu des mentors incroyables. Là, c'est comme si je retournais... Vous rendiez le balancier, et voilà. Vous retournez dedans. Donc, c'est passionnant. Donc, à toutes les sessions, j'ai des stagiaires, je m'occupe du mentorat, puis dans le fond, je fais du génie conseil, mais au niveau d'une compagnie dans le domaine de la défense. OK, d'accord. Mais relié avec l'ETS un petit peu, des choses comme ça? Oui, j'ai des stagiaires de l'ETS. De Moi, j'ai gardé contact avec l'ETS. C'est passionnant. Ouais. Là, vous me parlez de vos 4 amis que vous êtes partis à étudier à l'ETS.
Vous avez rencontré l'amour? Vous avez rencontré quelque part quelqu'un? Avez-vous des enfants aujourd'hui? J'ai des enfants, j'ai 2 magnifiques enfants. J'ai une fille de 16 ans et un garçon de 18 ans qui sont aux études à Montréal. D'ailleurs, mon fils s'enligne pour suivre les traces de son père. Donc, l'avez-vous poussé un petit peu? Vous voulez aucunement. même pas? Aucunement. Aucunement. J'ai fait exactement ce que moi, mes parents ont fait, c'est-à-dire, tu vas faire ce que tu veux. Okay. Puis, de fil en aiguille, bon, moi, c'est sûr que, ici, j'ai toujours eu des véhicules récréatifs. Vous voulez dire des jouets? On va dire ça des bébelles à gaz, ouais. N'ayons pas peur des mots. Ça a toujours été une passion. Puis mon fils, de fil en aiguille, est devenu, lui aussi, passionné de course automobile. Puis à un moment donné, récemment, là, dans la dernière année de cégep, il dit, j'ai fait mon choix, moi aussi je vais aller à l'ETS, puis je vais aller en génie mécanique. Mais je vous jure, j'ai jamais aucune discussion directe avec lui à savoir, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que t'aimerais pas ça, tel domaine et tout. Non, je lui ai laissé carte blanche. Est-ce qu'il est accepté, là? Savez-vous il reste une année de cégep à faire? Lui, il va faire son admission à la fin de la session qui vient de débuter. C'est ça. Ouais. Mais il faut qu'il y ait des bonnes notes, il faut qu'il continue. Ouais. Ça demande beaucoup plus, mais il ne faut pas dire beaucoup plus, mais tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de contingences, il y a beaucoup de choses pour y aller. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de persévérance. La seule chose que je lui ai dit, c'est exactement ça. Je lui ai dit, si tu veux être admis, il faut que tu donnes un coup pour avoir des bonnes notes, parce que justement, la demande est tellement grande. Je dis, il faut que tu te démarques. Il faut que tu n'as pas le choix. Puis ma fille, elle, termine son secondaire cette année. C'est sa dernière année. Puis elle se dirige en cinéma. Donc, production, pas comme comédienne, comme actrice, mais plus derrière les caméras pour la production. Ah, mais c'est bien. Oui, avec les nouvelles applications, puis des tablettes, c'est incroyable. Elle fait déjà des miracles au niveau des petits films. Ils sont toutes les deux à Saint-Félix ou ils sont à Montréal? Ils habitent chez leur mère à Saint-Félix, à Montréal. À Montréal. Donc, dans l'est de Montréal. Dans l'est de Montréal, ouais. Puis tout ça. Ouais. Donc, ils viennent ici, pour eux autres, c'est venir au chalet. C'est venir se reposer? C'est venir se reposer, c'est venir faire des randonnées en arrière dans le sentier. Ma fille s'installe souvent dans le gazebo. C'est une grande lectrice. Elle lit continuellement. Donc, elle s'assit dans les chaises. Pas une tablette, là, vous me parlez. Là. Non, des livres papier. Là, vraiment des livres papier. À chaque fois que je la vois, c'est « Ah, papa, regarde le livre que je suis en train de lire. » Donc, elle a pris ça, je pense, de mes grands-parents. Ça doit être génétique. Tantôt, on a parlé de ton étude, on a parlé des enfants, des choses. Une implication politique, ça ne se décide pas. Un matin, je me lève puis je me présente. Il y a sûrement, au fil des années, parce qu'on parle des années 90, il y a quoi, 25 ans, des prises de conscience, des choses qui vous ont amené dernièrement à dire il faut que je m'implique. Y a-t-il eu des implications dans des clubs sociaux, dans des organisations, dans des choses que vous avez faites qui vous ont amené à un moment donné à dire peut-être, ça serait peut-être une idée de faire ça. Devenir conseiller, je ne sais pas, dans des municipales ou des choses, qu'est-ce qui vous a fait? En fait, la politique, ça a toujours été... J'ai toujours suivi la politique au sens large, c'est-à-dire, politique municipale, provinciale, fédérale, tout ce qui est géopolitique internationale, ça a toujours été chez nous des sujets de discussion. Puis je vous dirais, par le fait même, vous me parliez tantôt, vous travaillez pas avec Bombardier, il y a toujours un environnement géopolitique à travers Exactement. Tout ça. Là, vous travaillez avec des Allemands, avec... J'ai travaillé avec des gens de plusieurs pays. Je suis allé visiter des collègues, des fournisseurs en Europe, donc des Allemands, des Italiens, des Français, des Britanniques, des Américains. Donc ça nous donne une vision un petit peu plus globale, plus internationale. Mais chez nous, ça n'a jamais été un sujet tabou, la politique. On a toujours parlé de politique, on a toujours parlé de nos convictions, on a toujours parlé
de ce qui se passait au Québec, au Canada, partout dans le monde. Puis mon frère, qui est beaucoup plus politisé que moi, aussi, quand on se voit, on parle toujours, et ça depuis longtemps, on parle toujours de politique. Toujours, toujours. Et votre question, est-ce que j'ai déjà été impliqué en politique? La réponse, c'est non. J'ai jamais, Même pas. jamais fait de politique. Et vous savez quoi? Je suis représentatif de la grande majorité des candidats et même des équipes qui appuient les candidats dans le Parti conservateur. On est on est tout nouveau, mais on a une vision commune. Bon, ça pour dire mon cheminement votre question initiale, c'était mon cheminement qui m'a amené à devenir candidat aujourd'hui et à vous parler. En 2020, si on revient en début 2020, Ouais. bon, c'est là que ça a débuté, la pandémie et tout. J'ai été diagnostiqué avec une tumeur du thymus. OK. Et donc, mon début d'année 2020, tout juste avant le mars 2020, où tout a arrêté. Tout s'est effondré. Tout s'est effondré. J'avais passé au travers tous les tests, j'avais passé au travers tous les préparatifs, puis j'étais sur la liste d'attente pour me faire opérer. OK. J'ai été opéré au mois d'avril 2020. Donc, c'était assez urgent et assez grave Pour pouvoir... pour que j'aie ma chirurgie. Finalement, bon, tout s'est bien passé. J'ai pas eu besoin de traitement. J'ai pas eu besoin de quoi que ce soit. Je suis en pleine forme. Je remercie. Mais je vais vous poser... Ça fait réfléchir. Et voilà. J'arrivais là. Ça fait réfléchir. Puis là, l'été 2020 est arrivé. Donc moi, je voulais vivre. Oui. Moi, c'était comme si j'avais une renaissance, là. C'est comme si j'avais une deuxième chance. Puis bon, c'est tout ce qui s'est passé 2020, 2021, jusqu'à aujourd'hui. Puis tout ça m'a amené en parallèle, bon, je suivais Éric Duhaime, je suivais, bon, le Parti conservateur un peu en parallèle. Puis je suis allé le voir à un de ses 5 à 7 à Joliette. En 2021, juillet 2021. Il a fait la tournée, oui. Tournée ici dans le coin, oui. Il avait fait une tournée estivale. Cette journée-là, il avait arrêté à Berthierville, puis il avait arrêté à Joliette. Donc, je suis allé le voir à Joliette à son 5 à 7. Je lui ai jasé avec son équipe. Puis à ce moment-là, ben déjà, je sentais l'appel. Disons ça comme ça. Je sentais l'appel, le désir de m'impliquer en politique. Puis par la suite, bon, j'ai rencontré l'équipe de l'association de Berthier. On a formé l'association en début d'année 2022. On a fait un paquet de réunions. Il y avait déjà quand même beaucoup de boulot qui avait été accompli par Jonathan Prieur, qui était notre directeur, c'est-à-dire le président de l'association qui est devenu mon directeur de campagne. Il avait déjà accompli pas mal de boulot. Donc, on a créé l'association en début d'année, puis par la suite, il me dit, ben là, le Parti conservateur, il cherche des candidats. J'ai dit, ben, moi, là, ça irait. Je serais prêt. Oui. J'étais prêt mentalement, j'étais prêt au niveau de mes idées, de mes convictions, de mes valeurs. J'étais prêt à défendre ce que le Parti conservateur prônait. C'est-à-dire des valeurs de travail, d'effort, de responsabilité, d'intégrité et tout ça. Finalement, j'ai passé au travers le processus de nomination. OK, parce qu'il y a un processus. Il y a un processus formel de nomination qui s'est fait à l'intérieur de l'association au départ. Donc moi, je me suis retiré de mes fonctions de vice-président à l'époque. Puis il y a eu le processus. Ça a été soumis au national, donc au parti directement. Puis ma candidature a été acceptée. Vous avez vu ça comment? J'ai vu ça... Avez-vous bien dormi? Absolument. OK. Absolument. Sérieusement, j'ai jamais manqué de sommeil pour ça.
parce que mon processus était très clair. Mon processus datait quand même d'un certain temps, puis j'étais prêt. J'étais prêt à me lancer. Vous me dites que votre frère est en sciences politiques, il a fait des choses. Quand vous y avez annoncé la nouvelle, qu'est-ce qu'il a dit? Il est tombé en bas de sa chaise, carrément. Okay. Il dit, il n'a pas dit, vas-y pas, tu vas te maganir. Non. Dans la famille, s'il y en a un que tout le monde aurait pensé qu'il se lancerait en politique, c'était mon frère. Pas du tout moi. Mais bon, la vie nous réserve parfois des surprises, puis ben, me voici. C'est bien. Vous me dites que vous avez bien rencontré l'an dernier M. Duhem. Mm-hmm. Vous avez jasé avec lui. Je te posais, c'est quoi la qualité peut-être que vous auriez dit en le rencontrant? Quand vous êtes revenu à la maison, vous avez dit, oui, comme vous aimez ses idées, ces choses, mais vous devez y avoir parlé un petit peu. Surtout que vous avez eu l'habitude de côtoyer des équipes, de diriger des gens. Des fois, il y a des gens qu'on regarde quand on arrive puis qu'on se dit, bof, on va faire avec, mais on n'a pas le choix. Là, mais il faut penser par en arrière pour être capable de l'embarquer. Vous, c'était quoi votre première réaction, votre première idée? Éric, je l'avais rencontré une première fois à Joliette. Par la suite, je l'ai rencontré, bon, disons, en entrevue de candidature. C'était les premières secondes. Je veux dire, c'est comme si je le connaissais depuis 20 ans. C'est comme si c'était mon chum avec qui je vais prendre une bière. Okay. Donc, premièrement, on a presque le même âge. Là. On a même pas un an de différence, je pense. Puis, pas qu'on a le même parcours. Lui, il a fait beaucoup de politique. Moi, j'ai fait de l'ingénierie, mais on dirait j'ai eu comme l'impression qu'on arrivait au même endroit, au même moment, en termes de cheminement et de défense de valeurs. Donc, quand j'ai eu mon entrevue, je suis retourné chez moi. Je veux dire, pour moi, c'était confirmation. Oui, je veux travailler, puis je veux militer et je veux être candidat pour Éric et pour le Parti conservateur. J'avais aucun doute. Je vais vous poser des questions peut-être. Moi, je peux dire ça pour vous, être candidat, mais il y a peut-être, comme vous parlez de valeurs et tout ça, on parle d'environnement, on parle de respect, on parle. C'est quoi comment vous vous définissiez, de venir me rencontrer, puis vous dites oui, je présente le Parti conservateur, mais oui, je suis pour l'environnement, ça serait quoi? Ben moi, j'ai un grand attachement pour la région de la Nadière, pour la circonscription de Berthier. Je veux dire, depuis ma naissance que je viens ici, je l'ai parcouru en long et en large, à pied, pas à pied, mais en voiture, en motoneige, en moto, je suis à la pêche, je suis à la chasse, je veux dire, je connais pas tous les moindres recoins et errants, mais j'ai un attachement par sa beauté, par sa diversité. Moi, mes trois grands axes, puis c'est géographique un peu, c'est topographique, là. Le sud, bon, on le sait, c'est très agricole. Avec l'élevage ici à Saint-Félix de volailles, mais bon, ça part du fleuve avec toutes les cultures. Ça, c'est un de mes grands axes. L'importance de l'agriculture. Absolument. Par la suite, bon, la section centre que j'appelle, qui est récréo-touristique, avec, bon, évidemment, il y a beaucoup de chalets, mais il y a beaucoup aussi l'industrie de la pourvoirie qui est très, très forte. Mm-hmm. Puis par la suite, bon, la section nord avec les ressources forestières, minières, la communauté Atikamekw. Moi, c'est les trois grands axes. Donc, la section sud au niveau agricole, agriculture, agrotourisme. La section centre qui est plus villégiature, pourvoirie, puis la section nord qui est plus ressources naturelles. Donc moi, ce que je vois en termes de chantiers, appelons ça des chantiers, des projets, moi c'est là-dessus que je veux ça sera mes trois grandes priorités. Pour la région et tout. Oui. On va parler de deux choses. Premièrement, quelle petite question? Vous me parlez beaucoup de lecture. Vous lisez quoi aujourd'hui? Si je m'en vais chez vous, votre table de chevet? C'est quoi vous êtes en train de lire? Je suis en train de lire The 12 Rules of Life de Jordan Peterson. Moi, j'aime beaucoup Jordan Peterson. C'est rendu une vedette de podcast.
Ouais. J'écoute ses podcasts quand je suis sur la route. C'est un éminent psychologue. Il y a une vision qui sort un peu disons, du narratif actuel. Je partage beaucoup ses vues, ses valeurs. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est différent de ce qu'on entend partout en ce moment. Ça vous ressource? Ça vous aide? Oui, absolument. Télé? Est-ce que vous êtes un Netflix? Hein? Des séries américaines, des séries, des films, des Top Gun ou quelque chose? On parlait... J'écoute très peu la télé. OK. J'écoute des films quand ma fille vient me voir. Quand ma fille vient, c'est là que j'écoute des films. Ben, elle doit être critique. Elle doit faire tous les commentaires, tout qui n'est pas correct, faites pas pour monter. Mange littéralement des films. C'est incroyable la quantité de films qu'elle peut regarder dans une semaine. Parfois, je lui demande, je lui dis, est-ce que tu as le temps de faire tes devoirs puis étudier un peu? Oui, oui, papa. Mais ses devoirs, c'est d'écouter des films. Puis le dernier film que j'ai écouté avec elle, tout récemment, lorsqu'elle est venue, c'est le film qui est sorti cet été, Elvis. Ah oui. Qui est un peu l'histoire du colonel Parker. Avec Tom Hanks. C'était une agréable surprise. J'ai adoré le film. Donc, musique, justement, c'est quoi? Je vais écouter. J'écoute plus la musique que regarder la télé. Vous me disiez musique, balado. Vous êtes dans l'air du temps avec les balados? J'écoute beaucoup de balados, surtout sur la route. Parfois, je mets ça en background dans la maison. Puis, faisant le ménage. En faisant n'importe quoi. Ah, OK. Tantôt, on n'a pas trop parlé, mais étiez-vous un sportif jeune? Puis aujourd'hui, c'est quoi vos sports? C'est quoi que vous aimez? J'ai beaucoup joué et par la suite coaché tout ce qui était sport de balle, donc baseball, balle molle, pour y avoir joué. Par la suite, j'ai été entraîneur pendant 7 ans de baseball. Encore la notion de transmettre et d'être mentor. J'ai adoré l'expérience de transmettre les connaissances, encore une fois, aux jeunes. Je pense que c'est important. Ils ont besoin de ça. Puis j'ai gardé des relations avec certains joueurs qui m'ont suivi durant ces 7 années-là. Puis quand je les recroise parfois, ou des fois on s'envoie des messages sur les réseaux sociaux, ils se souviennent encore des années où je les ai coachés. Pour moi, c'est une marque de reconnaissance incroyable. C'est merveilleux. Puis je pense que vous avez une autre passion, qui est la course. On fait affaire avec l'aéronautique, la vitesse. Vous aviez tout vu que ça. Vous me parliez de vos jouets, façon de parler. Oui. Mon père, en fait, mon père était en fait un passionné de course automobile. Il m'a raconté plusieurs histoires que lui et ma mère allaient voir des courses au Mont-Tremblant. À la fin des années 60, j'ai réussi à dénicher des vieilles photos que j'ai montrées à mon fils justement récemment. Puis par la suite, mon père, lorsque j'avais 8 ans, m'a amené. Ma première course que j'ai vue, c'était le premier Grand Prix du Canada à l'île Notre-Dame en 78. J'avais 8 ans. Je venais tout juste d'avoir 8 ans. C'est la course où Gilles Villeneuve a gagné. Et par la suite, pour moi, c'est comme si on m'avait injecté la passion de la course automobile. Par la suite, bon, évidemment, j'ai continué à aller au Grand Prix. Je suis allé voir des courses aux États-Unis. J'ai suivi la carrière de Gilles. Bon, j'étais très jeune à l'époque. J'ai suivi les carrières de tous les grands, Senna, Schumacher, Jacques Villeneuve, le fils. Vous avez sûrement rencontré Niki Lauda, je ne veux pas vous relancer, mais à cause de Bombardier, je sais qu'il était très, très proche avec Bombardier dans une certaine époque. Absolument, j'ai travaillé sur plusieurs de ces avions. Je l'ai vu, je l'ai croisé, mais pas assez pour pouvoir avoir malheureusement une conversation avec. Bon, parce que parfois, chez Bombardier, on ne peut pas s'approcher des avions parce que, bon, il y a des restrictions au niveau Transport Canada et tout. Mais effectivement, j'ai travaillé sur ces avions. C'était vraiment spécial. Donc, en fin d'émission, on vous amène au musée Jules Villeneuve. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis vraiment excité. Qu'on va pouvoir parler avec vous, parler un petit peu de qu'est-ce que ça représente, puis tout ça. Puis tantôt, vous me parliez d'agrotourisme, puis tout ça, ça sera bon. Vous allez pouvoir découvrir cet endroit-là. Excellent. Benoît, si tu me permets, je te dis, Benoît, tantôt en entrevue chez vous, tu me disais que tu avais une passion pour le sport et le sport automobile et que tu tenais aussi à connaître Gilles Villeneuve, peut-être un peu, tu le connais déjà, mais ça fait partie de tes fleurons de ton comté, là, de tes gens qui représentent, puis tout ça. Ouais. L'importance du touriste, l'importance de la personne pour... Bien, à la base, l'importance personnelle, c'est que Gilles Villeneuve, c'était mon idole d'enfance. J'ai vu comme je le mentionnais dans le premier segment, j'ai vu mon premier Grand Prix en 78 lorsque Gilles a gagné à Montréal. Puis par la suite, c'était une grande passion jusqu'à aujourd'hui. Quelle valeur qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'inspire qu'aujourd'hui tu dis j'aime ça le transmettre ou ça m'a donné... Gilles, c'est la ténacité, c'est de ne jamais, jamais, jamais baisser les bras puis toujours se battre jusqu'au bout. Puis moi, il m'a toujours inspiré. Et donc, ça fait partie de tes inspirations. Absolument. Bon, on va faire un petit tour. On a un accès privilégié au musée aujourd'hui, qu'on va en profiter. Ça vous inspire quoi quand vous voyez ça? Bien, c'est un retour dans le temps. C'est mon enfance. Comme je l'ai dit tantôt, c'est mon enfance. C'est la passion que mon père m'a transmise, la passion de la course automobile. C'est rempli de souvenirs. C'est vraiment une grande période de ma vie. C'est de 7-8 ans jusqu'à aujourd'hui, essentiellement. Puis là, maintenant, moi, je l'ai transmis à mon fils, puis je pense qu'il est rendu encore plus passionné que moi. Puis d'ailleurs, cette année, en 2022, c'était le premier Grand Prix à Montréal depuis 2 ans. Puis on a assisté à notre premier Grand Prix ensemble. Donc ça m'a fait penser à quand moi, mon père m'avait amené à mon premier Grand Prix. Donc c'est vraiment spécial. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli dans le musée. Pour moi, c'était comme un genre de pèlerinage. Un retour dans le temps, mais aussi un pèlerinage, parce que j'ai tellement de souvenirs de Gilles, après ça Jacques, son fils, j'en suis très, très reconnaissant. Je vous remercie beaucoup. Merci. Que ça se termine notre rencontre. On se reprend à la prochaine.